Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. On nous appelle, soit on a un groupe WeChat par voisin de résidence et ils envoient un message à tout le monde en disant c'est un test maintenant. Donc là, on a en gros une demi-heure pour descendre et faire le test tous. Soit ils appellent par les fenêtres. Donc il y en a qui ont eu des appels via drone, mais je pense que ma résidence est trop petite pour faire des appels via drone. Donc nous, ils appellent par la fenêtre comme ça. On comprend pas très bien ce qu'ils disent, mais on se dit si ça gueule en bas, c'est qu'il doit y avoir un test Covid actuellement. Donc voilà. Donc on descend faire le test Covid. Et sinon, c'est des tests PCR qu'ils posent devant la porte tous les jours. On le fait, on le remet devant notre porte et ils viennent le récupérer 20 minutes après. Mais tout le reste, c'était très dur parce que on ne sait pas quand est-ce qu'on va réussir à commander à manger. Donc en fait, fallait rationner quoi. C'était voilà. J'ai perdu du poids, mais par rapport à d'autres, je trouve que j'ai pas perdu tant que ça. Donc je me dis bon, ça va, je dois pas être tant que ça en manque. Fin mars 2022, la ville de Shanghai, en Chine, a été progressivement mise sous cloche. Résidence par résidence, quartier par quartier. Des habitants barricadés, testés jour et nuit, qui étaient censés être confinés initialement pour quelques jours et qui sont restés chez eux plusieurs mois. Les denrées alimentaires et de première nécessité sont devenues très difficiles à obtenir car seules quelques enseignes peuvent encore livrer aux quelques 25 millions d'habitants de la ville. Cette situation fait aussi place à la peur. La peur de tester positif au coronavirus et d'être ainsi envoyé dans un de ces centres pour récupérer, coupé de tous, dans des conditions de vie plutôt difficiles. La politique zéro Covid chinoise est stricte et très difficile à vivre, autant pour les locaux que les expats. J'ai tendu mon micro à Marie-Laure, qui est une jeune Française d'origine chinoise qui habite à Shanghai depuis 6 ans, une ville qu'elle adore, et qui était encore confinée au moment de l'enregistrement il y a quelques semaines. Marie-Laure nous raconte pourquoi, malgré son amour pour la Chine, et plus particulièrement pour cette ville qu'elle aime tant, elle a décidé de partir vivre dans d'autres pays d'Asie. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Je suis Anne-Fleur Andrely. Donc je m'appelle Marie-Laure, je suis nantaise, mon père est breton, ma mère est chinoise. C'est ce qui m'a amenée en Chine. Marie-Laure vit à Shanghai depuis un peu plus de 6 ans. Après plusieurs années dans différents cabinets d'avocats locaux, elle est aujourd'hui directrice des affaires juridiques dans une entreprise qu'elle a cofondée. La dernière fois qu'elle est sortie du pays, de Chine donc, c'était pour voir sa famille et ses amis en France au cours de l'été 2019, quelques mois à peine avant le début de la pandémie. Les premiers cas, je crois que c'était fin décembre 2019. Et c'est vraiment à partir de mi-janvier que ça a commencé à inquiéter les autorités. En Chine, on fait tout sur nos téléphones. Et il y a énormément de groupes, d'applications. Et du coup, à partir, je pense, c'était le Nouvel An chinois, cette année-là, c'était fin janvier. Et la semaine avant le Nouvel An chinois, avant que tout le monde parte en vacances, il y avait le décompte du nombre de contaminés et du nombre de morts. C'est très pragmatique, la Chine. Donc il y avait ce décompte et il y avait ce graphisme. Et ça montait de façon exponentielle. Et on était là, on savait qu'il y avait un virus à Wuhan. Et tous les jours, on voyait le nombre de morts, le nombre de contaminés augmenter, mais drastiquement. Donc ça commençait à inquiéter côté Shanghai. J'ai un collègue qui avait un très très bon ami qui vivait à Wuhan, un Français également. Et je crois qu'il a réussi à prendre le dernier vol qui quittait Wuhan. De mémoire, il faisait Wuhan-Séoul, en Corée du Sud. Et le vol a été dérouté de mémoire à Pékin, où les passagers qui venaient de Wuhan ont été arrêtés pour se faire contrôler. Et mon collègue a reçu un coup de téléphone donc, de son ami qui venait de Wuhan, à Pékin, en pleurs. Un grand garçon de 35 ans, je crois, 30-35 ans, en pleurs, en disant qu'il venait de quitter Wuhan, qu'il ne savait pas ce qui allait se passer.
Et je crois qu'il y est jamais rentré. Je crois il a quitté la Chine maintenant. C'était l'inconnu complet. Il y a des étrangers qui étaient à Wuhan à l'époque. Je pense que ce qu'ils ont vécu, c'est 15 fois pire que ce qu'on vit aujourd'hui à Shanghai. Moi, je devais partir aux États-Unis en vacances en mars. Je devais partir, je crois, le 28 février ou le 1er mars. Je devais prendre l'avion. Et un mois avant, donc début février, je reçois un email de Delta pour me dire que mes vols sont annulés. Et donc j'ai passé une bonne partie de mon mois de février à essayer de convaincre tous les... J'avais réservé plusieurs hôtels différents ou des Airbnb et je devais convaincre tout le monde aux États-Unis pour dire non, je peux plus venir parce que je crois que les frontières avaient fermé aux États-Unis pour les personnes qui étaient passées en Chine dans les 14 jours avant leur arrivée aux États-Unis. Comme je partais de Chine, forcément j'y étais. Et aucun hébergeur n'acceptait de me rembourser mes nuits d'hôtel, mes nuits de Airbnb. Et parce qu'ils n'étaient pas au courant et je devais leur envoyer des captures d'écran. À la fin, tout s'est réglé sauf un hôtel, mais c'était Airbnb ou Booking qui s'en était chargé. Mais c'est vrai que c'était super compliqué parce qu'en fait personne ne savait rien. Et on était ici déjà en rupture de masque. Moi, je suis pas chinoise, j'ai pas même si ma mère elle est du coin entre guillemets. J'ai pas eu l'habitude de porter un masque quand j'étais malade par exemple, quelque chose qui se fait ici. Du coup, c'est vrai que chez moi, j'ai pas vraiment de masque. Je prends jamais le métro, très rarement. Donc c'est vrai que j'ai pas de masque. Et quand il y a eu ce début de Covid, il fallait porter des masques pour sortir ou pour faire les courses ou pour prendre le métro ou le taxi. Et moi, j'en avais pas. Donc en fait, je me suis retrouvée bloquée parce que j'avais plus de masque. Et impossible d'en acheter, c'était rupture de stock partout. Je pouvais marcher dans la rue, mais je pouvais pas entrer dans un magasin pour faire mes courses. Donc on fait beaucoup de choses par téléphone, donc je me faisais livrer. Mais c'est vrai que j'ai un Family Mart, un petit convenience store en bas de chez moi, je pouvais même pas y entrer. Pour les courses de dernière minute, une bouteille d'eau, voilà, des choses comme ça, c'était pas possible. Donc voilà, c'était le flou complet pour nous. On savait que c'était un virus qui tuait, qui avait l'air super contagieux. On n'avait pas de masque, les autres pays du monde pensaient que ça n'arriverait pas. Donc c'était un peu le flou. À cette époque-là, en 2020, la Chine gère ce début de pandémie de manière assez différente, en tout cas à Shanghai. En fait, c'est surtout, c'était février-mars, on travaillait de la maison, mais de souvenir, c'était pas quelque chose qui était imposé. C'était fortement recommandé, je crois, et il me semble que les bureaux étaient fermés, donc on était de la maison, mais il me semble qu'il n'y avait pas un confinement comme en France, il y a eu, avec le gouvernement qui dit ne sortez pas, ou respectez des horaires, ou des raisons pour sortir. Non, pas à Shanghai, on n'a pas vraiment eu ça. En fait, c'était stressant. C'est surtout le fait que Wuhan a été mis sous cloche dès le début de l'épidémie. Et du coup, ça faisait peur de se dire que c'est une très grande ville, Wuhan. Il y a plusieurs millions d'habitants. Et donc, ils ont réussi à fermer la ville comme ça, d'un coup, avec l'armée. Il n'y a plus d'avions, plus de trains, plus rien. Même si on n'y vit pas et qu'on est très loin, en étant à Shanghai, par exemple, c'est super impressionnant de se dire que ça peut nous arriver, en fait. Et on vient de passer 2 ans à se dire ça arrivera jamais à Shanghai. La Chine faisant partie de ces pays dans lesquels la presse n'est pas libre, comment reste-t-on informé par temps de crise comme celle-ci ? Tous les étrangers et une bonne partie des Chinois, en tout cas les plus jeunes, les modernes, on a tous un VPN qui nous permet de nous connecter aux informations, aux news du monde entier. Donc on avait ces news, après on a les news locales on va dire, mais c'est les news officielles, donc à prendre potentiellement avec des pincettes. Il y a un médecin français qui avait créé une chaîne sur WeChat où il mettait les chiffres à jour tous les jours et il faisait un récap, une sorte de sommaire. C'était un peu froid et pragmatique on va dire, mais ça permettait de dédramatiser. En fait ça faisait prendre du recul. Et c'était vraiment, je pense, les premiers 30 jours, 40 jours, le premier mois et demi, qui était vraiment très gênant, on va dire, très dérangeant, où on se sentait vraiment anxieux.
Mais le fait d'avoir des news un peu partout, du monde entier, de voir ce docteur français qui faisait les news tous les jours, qui updatait, ça permettait de prendre du recul et voilà. À la force, c'était juste quelque chose qui était là et on suivait, mais il n'y avait plus l'inquiétude du début, on regardait le nombre de morts, de cas tous les jours augmenter. Après, c'était surtout de voir quel pays était touché. En fait, au début, il y avait sur les applis chinoises, il y avait la carte de la Chine et il y avait des codes couleurs en fonction des villes. Plus c'était rouge foncé, forcément, plus il y avait eu des cas. Et après, la carte de Chine a été remplacée par une carte du monde. Et c'était les pays qui prenaient des couleurs rouges. Il y a quelques minutes, je vous précisais que le dernier voyage que Marie-Laure a effectué hors des frontières de Chine remonte à l'été 2019. Une des raisons pour lesquelles elle a dû rester dans le pays, c'est qu'en fait les frontières ont fermé en mars 2020. On a vécu un peu dans une bulle. Bon, il y a quand même des personnes qui arrivaient à rentrer en Chine, mais c'était surtout des personnes qui vivaient déjà en Chine, qui étaient rentrées pour beaucoup au début du Covid, qui étaient rentrées en Europe ou aux États-Unis, enfin dans d'autres pays, et qui ont réussi à revenir en Chine, on va dire 8 mois après. Mais on était tous, voilà, il n'y en a pas tant que ça qui ont pu revenir, et il y a très peu de personnes qui ne vivaient pas déjà en Chine avant, qui ont réussi à obtenir un visa pour venir en Chine, on va dire. Donc on était dans une bulle sanitaire un peu, surtout à Shanghai. À Shanghai, le Covid, on le vivait pas trop, sauf que pour prendre les transports en commun, il faut mettre un masque, ou pour voyager. Pour voyager en Chine, il faut mettre un masque. Il y a des histoires de QR code en fonction des villes où on s'est rendu dans les 14 jours avant de voyager. À Shanghai, on le vivait très peu, le Covid. Les bars, les restaurants, tout a réouvert très rapidement. Mais c'était une bulle où on vivait comme s'il n'y avait pas eu de Covid, entre guillemets. Après, on était ici. Et on ne pouvait pas quitter le pays comme bon nous semblait. On a vraiment vécu 2 années tranquilles, avec parfois des bulles de Covid par-ci, par-là. Mais moi, je sais que j'ai fêté la nouvelle année en lockdown, déjà, cette année. Dans une petite ville paumée au sud de la Chine, j'ai fait 1 semaine de lockdown, c'était pas facile et je m'y attendais pas. Et je pense que c'était un peu ça, un peu pendant 2 ans en Chine, c'est que de temps en temps, une ville fermait comme ça pendant 1 semaine, pas forcément tout le monde était au courant. Enfin là, par exemple, j'étais en lockdown en fin décembre, début janvier, c'était à peine sur les news chinoises. Et je pense que dans toutes les municipalités, il y a un maire, un responsable de la ville et un responsable du parti. Et en fait, c'est à eux de gérer le problème. Et s'ils le gèrent bien, eux-mêmes n'auront pas de problème. Ils vont report au parti qu'il n'y a pas eu de problème, qu'ils ont réglé très rapidement. Et voilà, c'est fini. Et quand je dis problème, c'est parfois 1 cas, 2 cas. Alors moi, j'étais 1 semaine en lockdown fin décembre, début janvier pour, je crois, 5 cas non officiels, 0 mort. Et je crois qu'à la fin, il y avait finalement eu qu'un seul cas. Enfin, voilà. Donc pour ça, ils ferment une ville. C'est pour ça que la Chine a fermé ses frontières dès mars 2020. Parce que, bien sûr, le Covid vient de l'étranger. Je connais des Chinois très éduqués qui sont persuadés que le Covid vient des États-Unis, a été ramené par les États-Unis. Et même, c'est pas des Chinois paysans qui sont pas au courant des choses du monde. C'est vraiment des personnes éduquées qui ont voyagé dans d'autres pays, qui ont des postes intéressants. Après, je pense que là, avec ce qu'on vient de se prendre sur Shanghai avec le lockdown cette année, il y en a beaucoup qui commencent à remettre en question le discours officiel depuis 2 ans. Je ne vais pas donner trop de détails, je tiens encore à mon visa, mais voilà. Je crois qu'il y avait une histoire que ça avait coïncidé avec... je crois qu'il y avait des scientifiques, avec des guillemets, des scientifiques américains qui étaient passés en Chine, et en fait 6 mois avant le début officiel du Covid, il y avait un Américain qui avait eu le Covid. Enfin, voilà, je sais pas trop. Mais il y en a beaucoup qui le pensent. Et c'est vrai qu'une fois que les frontières ont été fermées,
forcément les personnes qui pouvaient le plus facilement revenir en Chine, c'était des Chinois, parce que les frontières n'étaient pas fermées pour les ressortissants chinois. Forcément, ils pouvaient, que ce soit ceux qui étaient en vacances quand les frontières ont fermé, ou les Chinois qui vivent depuis longtemps dans d'autres pays. Et en fait, il y a eu beaucoup de retours, on va dire, de cas positifs avec ces personnes qui revenaient en Chine. Avec le peu d'étrangers qui revenaient en Chine aussi, il y avait des personnes qui revenaient positives, parce qu'en fait, par exemple, en France, le Covid circule. Il circule énormément. Et parmi tous les Français qui reviennent en Chine, on en connaît tous plusieurs qui sont revenus positifs. Et ils peuvent pas le louper, parce que quand tu arrives en Chine, que tu sois chinois ou étranger, c'est entre 2 et 3 semaines, voire 4 semaines, en fonction de ta ville d'arrivée en Chine, de quarantaine. Donc la quarantaine, c'est dans un hôtel. Tu peux pas sortir de l'hôtel pendant entre 2 et 4 semaines, en fonction de la ville dans laquelle tu atterris. Si t'es positif, on te sort de ta quarantaine pour t'amener dans un hôpital pour une durée indéterminée. Et la seule façon de sortir de l'hôpital, c'est d'être négatif plusieurs jours de suite. Je crois 3 jours de suite négatif. Et une fois que tu as été négatif 3 jours de suite, on te sort de l'hôpital pour que tu recommences ta quarantaine. Voilà, il faut vraiment vouloir sortir du pays. Donc, par exemple, les personnes qui ont un visa valide, quand la Chine a décidé de réouvrir ses frontières, entre guillemets, souplement, je crois que c'était en octobre-novembre 2020, pour ceux qui ont déjà un visa, il fallait vouloir revenir, se taper une quarantaine, potentiellement revenir positif, et quand t'es positif, t'atterris dans un hôpital. Pour ceux qui parlent pas chinois, c'est juste subir, accepter qu'on te traite, qu'on te mette de tous les médicaments possibles et inimaginables. Alors bien sûr, il y a le consulat qui est là pour nous aider. On connaît tous des gens qui ont eu des problèmes, sans les citer, parce qu'on leur a dit, écoute, là, on peut pas appeler le consulat, tu prends les médocs, c'est comme ça. Donc il faut vouloir. On rentre pas pour une semaine pour assister au mariage de son cousin, ou pour une semaine de caprice pour faire la fête avec ses amis. Non. Ou bien c'est un caprice qui coûte très cher, entre le billet d'avion, la quarantaine, le potentiel hôpital, et les frais de séjour en France, on va dire. Si tu reviens en Chine et que tu es positif, t'es amené en hôpital. C'est un hôpital classique, comme un hôpital en France. T'es dans une chambre, fermée à clé, bien sûr, pas d'interaction. C'est une personne, et il y en a qui sont à 2 ou à 3 dans la chambre, mais t'es avec des personnes qui sont positives et on te traite jusqu'à ce que tu sois négatif. Donc c'est vrai que si t'as plus de chances d'être traité plus rapidement si t'es seul dans ta chambre, mais tu choisis pas à l'hôpital si tu vas être seul ou avec une autre personne ou 2 autres personnes. Et à Shanghai, je crois qu'on est presque 30 millions d'habitants, et il y a il y a énormément d'hôpitaux pour prendre en charge tout le monde dans tous les cas. Donc au final, après le plus fort de la pandémie, en 2020, la vie reprend dans une Chine aux frontières fermées aux étrangers, et les conditions de passage de cette frontière sont particulièrement contraignantes. Mais la vie reprend dans le pays, jusqu'à il y a quelques mois, en 2022. Mi-mars, on commençait à parler de rumeurs de lockdown, que les autorités ont formellement démenti, en disant que Shanghai ne serait jamais en confinement, que c'est vraiment des rumeurs. La semaine d'après, donc fin mars, on nous dit qu'il y aura un confinement local pendant 5 jours. D'abord, en fait, il y a un fleuve qui traverse Shanghai. Donc les 5 premiers jours, ça devait être le confinement de la partie est de ce fleuve. Et les 5 jours d'après, ce serait le confinement de la partie ouest. Donc moi, par exemple, je vis dans la partie ouest. Donc ça devait être 5 jours un côté, 5 jours l'autre. 5 jours, c'est rapide. Donc on a commencé à faire des mini-réserves, on va dire, pour tenir 5 jours. Mais 5 jours, voilà, c'est pas gros. Et en fait, les 5 jours ne sont jamais terminés. Et on sait pas quand on va finir. Moi, j'ai de la chance, je vis dans une toute petite résidence. On est 2 petits immeubles de 7 étages. Donc je vis pas dans une résidence où il y a 20 ou 30 immeubles de 30 étages. Donc il y a beaucoup moins de risques qu'il y ait des cas positifs dans ma résidence. Sachant qu'en fait, s'il y a un cas positif dans ta résidence, tu rajoutes 14 jours de confinement. Donc même le jour où la ville sera ouverte, si dans ta résidence il y a eu un cas, toi tu sortiras 14 jours après tout le monde. Donc moi j'ai de la chance, il n'y a eu aucun cas. Et vendredi dernier, on a eu un cas dans mon immeuble.
Et un père de famille, donc lui, sa femme et leur fils ont été envoyés en camp le matin d'après. Donc là, je parle des camps qui sont dans les gymnases. Voilà, c'est les camps qu'on voit à la télé, dans les news, on va dire. Marie-Laure m'explique que tous les jours, quelqu'un se plante en bas de sa résidence afin d'appeler les résidents en criant à venir se faire tester en bas. Alors en fait, on est testé tous les jours, quasiment tous les jours. Donc certains jours, c'est des tests PCR, donc ils installent une sorte de chapiteau à l'entrée de chaque résidence où il y a des médecins qui viennent. On nous appelle, soit on a un groupe WeChat par voisin de résidence, et ils envoient un message à tout le monde en disant c'est un test maintenant. Donc là, on a en gros une demi-heure pour descendre et faire le test tous. Soit ils appellent par les fenêtres. Donc il y en a qui ont eu des appels via drone, mais je pense que ma résidence est trop petite pour faire des appels via drone. Donc nous, ils appellent par la fenêtre, comme ça. On comprend pas très bien ce qu'ils disent, mais on se dit si ça gueule en bas, c'est qu'il doit y avoir un test Covid actuellement. Donc voilà. Donc on descend faire le test Covid. Et sinon, c'est des tests PCR qu'ils posent devant la porte tous les jours. On le fait, on le remet devant notre porte et ils viennent le récupérer 20 minutes après. Donc les tests PCR, quand ils sont organisés, donc les tests où on nous met le coton-tige, on va dire, on s'enregistre en avance pour obtenir un QR code. Mais pour les autotests et ce genre de tests, en fait, on est testé par résidence ou par mini-quartier. Et du coup, ils font les checks, on va dire, les examens de ces tests. En fait, ils nous testent par batch. S'il y a un positif dans le batch, ils reviennent tester tout le monde pour trouver la personne positive. Mais quand on est testé tous les jours, ils peuvent pas, d'un point de vue logistique, vraiment prendre le nom, le prénom à chaque fois qu'on est testé. Donc c'est vraiment par batch. Et du coup, j'imagine que ça t'a appris à connaître tes voisins. Et oui, j'ai même appris qu'il y avait une autre étrangère qui vivait dans la résidence. J'avais jamais remarqué. Moi j'ai de la chance, mes voisins globalement, déjà on n'est pas beaucoup. Il y a plusieurs apparts qui sont vides parce qu'ils sont en rénovation. J'ai plusieurs vieux. Mais en gros, il y en a 2-3 qui parlent un peu anglais et vraiment, ils sont sympas. Ils essayent toujours de penser à nous, entre guillemets, nous, pauvres étrangères vivant ici. Donc c'est toujours, il faut faire le truc. Aujourd'hui, on va essayer de commander du lait. Est-ce que vous en voulez? Enfin voilà. Je pense même eux, ils doivent avoir de la peine de se dire que nous, on est dans le flou complet. On compte sur eux. Et si toute la ville est confinée de manière aussi stricte, comment est-ce qu'on fait pour se réapprovisionner en produits de première nécessité ou même en denrées alimentaires? Maintenant on a pris le pli, mais au début c'était très dur parce que on était censé faire 5 jours. Moi j'avais prévu très peu. Je crois que j'avais 2 petits sachets de riz et 3 paquets de pâtes, quoi. Shanghai, c'est une ville où, à part les familles, tout le monde mange à l'extérieur ou fait livrer. Donc moi, j'avais rien à la maison, j'avais même pas d'huile ou de sel. J'étais vraiment dans le flou complet. Et en fait, quand on a compris que ça durait plus que 5 jours, c'est devenu compliqué. En fait, au début, c'était tous les matins, réveil à 5h50, parce qu'il y avait que quelques shops qui étaient autorisés à livrer. Donc ils avaient eu les autorisations de livraison. Et ils ouvraient à 6h pile. Sauf qu'on est 30 millions à essayer de trouver à manger. Donc la veille, avant d'aller me coucher, je préparais des paniers sur ces 3 shops. Et il y en avait un qui ouvrait à 6h, l'autre à 6h30 et l'autre à 8h. Donc 5h50, je me connecte, je suis prête à appuyer sur un bouton à payer non-stop. Et donc c'est des paniers avec, 30 items, on va dire. Et à 6h, on commence à appuyer non-stop. Le premier jour où j'ai fait ça, j'ai rien pu avoir sur aucun des créneaux. Parce que la plateforme bug ou que quelqu'un d'autre a eu. Le deuxième jour, j'ai eu énormément de chance. J'ai réussi à commander du bœuf et du pain de mie. Donc c'était extraordinaire. Sur des paniers de 30-40
chose, quoi. Ah ouais, c'est quoi? C'est qu'ils étaient en rupture de Mais stock, oui, en fait, tout le monde appuie non-stop et tout le monde, en fait, à la fin, tout le monde a compris qu'il fallait mettre le plus d'articles possible parce que de toute façon, pour tu t'en avoir au minimum quelque sortiras. chose, quoi. Ouais, c'est ça. Et le 3e jour, j'appuyais comme une folle. J'ai mis 20 minutes et à la fin, j'ai eu un sachet de sel, quoi. J'étais dégoûtée, j'avais préparé mon panier pendant super longtemps la veille, j'étais levée. En fait, c'était ça, c'était plusieurs jours de suite, se lever à 5h50, à appuyer non-stop sur un bouton pour espérer pouvoir commander à manger. Enfin, c'était... voilà, le début était très chaotique. Après, il y a une entreprise française qui a proposé à la vente des box essentielles, entre guillemets. Il me semble qu'avec le consulat, ils ont réussi à obtenir des autorisations pour livrer. Et donc, il y avait un certain nombre de box vendues de façon aléatoire. On ne savait pas quand la box serait vendue, c'est juste de temps en temps, ça ouvrirait. Et là, il fallait se dépêcher d'acheter. Et pareil, en 5 minutes, c'était sold out. J'ai eu de la chance. Le premier jour où ils ont mis ça en place, j'ai réussi à en acheter une, que j'ai reçue 2-3 jours après. Donc c'était une box avec 2 bouteilles d'eau, quelques fruits, quelques légumes, un peu de viande et 2 rouleaux de papier toilette. Parce qu'on n'en parle pas, mais même le papier toilette, ça a été c'était l'horreur. Tout, en fait. Tout, il y a des résidences. En fait, techniquement, on est censé recevoir des paquets alimentaires et des paquets de nécessité, on va dire. Je sais pas comment c'est organisé. En principe, c'est géré par la ville, mais je pense que c'est géré vraiment de façon micro-résidence, parce qu'il y a des résidences où tous les 3 jours, ils reçoivent des paquets. Donc on le voit sur WeChat ou sur Instagram, les gens postent des photos quand ils reçoivent des paquets de première nécessité. Donc moi j'ai des amis, ils reçoivent des légumes, de la viande, de la lessive tous les 3 jours. Mais moi je reçois un paquet d'œufs et puis 2 semaines après de la javel, quoi. Donc je pense que depuis le début on a dû recevoir 3 paquets du gouvernement. On a reçu le premier paquet avec vraiment sympa, avec des légumes, un peu de fruits sympa, et des œufs. Deuxième paquet, œufs et lait, donc intéressant aussi. Le 3e paquet, c'était des crackers goût légumes. Donc là, c'était un peu plus dur parce qu'on va pas survivre avec des crackers goût légumes, quoi. Donc après, il y a pas mal de résidences qui organisent des group orders. Donc ils contactent en fait des vendeurs en gros et ils achètent en gros. Et les vendeurs en gros ont le droit de livrer. Le problème, c'est que moi, dans ma résidence, c'est pas possible parce que souvent, il y a un montant minimum ou un nombre de commandes minimum. Et nous, on doit être 50 en tout sur 2 bâtiments. Donc on peut pas commander en commun. Donc voilà, je pense que et je pense que je suis loin d'être la moins bien lotie, donc j'essaie de prendre mon mal en patience. Et maintenant, on a réussi à trouver une bonne petite routine, de plus en plus de shops, de temps en temps, ouvrent sur des plateformes de livraison, donc on n'a plus besoin de se lever à 5h50 du matin. Mais au début, c'était très dur, parce que psychologiquement, on n'avait rien, se lever très tôt le matin, se coucher tard pour faire ses paniers, et c'est te dire, tu peux remplir ton panier et finir avec un truc ou 0. Sachant que mon sachet de sel, il m'a coûté 3 kouai, donc c'est 40 centimes d'euros, et la livraison m'a coûté le même prix. Enfin, c'est ridicule de livrer pour un sachet de sel de 40 centimes d'euros, quoi. T'as l'air d'avoir le moral quand même, parce que c'est quand même une situation hyper difficile. Ou est-ce que t'es hyper bonne actrice? C'est un bon jour. Fallait m'appeler avant-hier. Non, je pense que le plus dur, c'était le début. Quand on a compris qu'il fallait qu'on rationne la nourriture. Même tout, l'eau. L'eau, ça va parce que j'avais fait une boulette en commandant de l'eau avant le lockdown. Et en fait, j'avais appuyé 2 fois sur la commande. Donc en fait, j'ai reçu 2 fois plus de bidons. Donc je pense que j'avais 40 litres d'eau à la maison. Donc là-dessus, on n'est pas en manque. Mais tout le reste, c'était très dur. Parce que on ne sait pas quand est-ce qu'on va réussir à commander à manger. Donc en fait, il fallait rationner, quoi. C'était... voilà. J'ai perdu du poids, mais par rapport à d'autres, je trouve que j'ai pas perdu tant que ça. Donc je me dis, bon, ça va, je dois pas être tant que ça en manque. Ouais, maintenant, on a tous réussi à trouver des petits stratèges pour commander à manger. Donc sans avoir besoin de se lever à pas d'heure. Et ouais, maintenant ça va mieux. De toute façon, moi j'ai décidé que je quittais la Chine.
Donc je pense que ça aide aussi. Au début de notre conversation, Marie-Laure le mentionnait, elle adore la ville de Shanghai. Elle adore cette effervescence, cette ville internationale avec une culture profondément chinoise. Elle aime sa vie ici. Pourtant, elle a décidé de quitter le pays. Ouais, de toute façon, je pense qu'on est énormément dans cette situation. À avoir décidé de partir ? Ouais, il y en a qui ont commencé, je vois, il y a beaucoup qui ont des enfants, qui ont déjà renvoyé femmes et enfants, et le mari finit les démarches avant de rejoindre. Ou pour ceux qui ont des animaux, moi j'ai un animal, donc c'est un peu plus dur de partir du jour au lendemain, parce qu'il y a des démarches à effectuer. Mais je pense que dans sa tête, se dire qu'on s'en va, et qu'on se donne une date, même sans billet d'avion, juste se dire je tiens jusqu'à cette date, et je m'en irai... Enfin, ça aide à tenir, on va dire. Et du coup, quand est-ce que tu as pris cette décision, et quand est-ce que tu penses partir ? Moi, j'avais décidé que 2022, ce serait ma dernière année dans tous les cas ici. Je pense que c'est le lockdown que j'ai fait pour le passage de 2021 à 2022 que j'ai pas très bien vécu. Et puis j'ai besoin de voir ma famille, mes proches plus souvent qu'une fois tous les 3 ans. Donc voilà, j'avais commencé à réfléchir pour quitter le pays, mais pas précipitamment ni rien. Mais là, je me suis dit non, je m'en irai maximum en août. Je pars avant août. D'accord, donc ça vient vite. Ouais, en fait, il faut que le lockdown se termine pour que je puisse commencer les démarches pour le chat, tout simplement. Après, moi, je me dis, j'ai de la chance, je peux travailler dans un autre pays. Et je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance. Donc, je me dis que je suis pas la moins bien lotie. Vous l'avez sans doute noté, Marie-Laure mentionne à plusieurs reprises un lockdown, un confinement qui a été particulièrement traumatisant lors du passage à la nouvelle année entre 2021 et 2022. Elle n'était pas à Shanghai. Elle nous raconte ce qui s'est passé. En gros, je partais en vacances dans le sud-ouest de la Chine, dans une petite ville qui s'appelle Xishuangbanna. C'est pas loin de la frontière thaïlandaise. Donc c'est vraiment typique avec les éléphants, vraiment les décors comme la Thaïlande. Avec des champs de thé, enfin voilà, plein de choses qui ont l'air super sympas. Comme c'est très loin, il y a une escale, donc on a fait escale à Wuhan. Et donc c'est 2h30 pour aller jusqu'à Wuhan et 2h30 pour aller à Xishuangbanna. On a atterri à Wuhan, on avait une escale de 1 heure, donc on descend de l'avion, on reste dans le hall et on remonte dans l'avion. Et quand on est remonté dans l'avion, il y a plein de passagers qui étaient debout, qui étaient en train de crier dans tous les sens dans l'avion. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? Donc on commence à regarder sur nos téléphones, parce qu'en fait on les entend dire la ville de Xishuangbanna, la ville où on allait, va être mise en lockdown, parce qu'il y a eu des cas Covid. Mais c'était des rumeurs, on regarde sur les news chinoises, rien. On ne trouvait aucune info dessus, on contacte l'hôtel qui nous dit non, il n'y a pas de problème. Et l'hôtesse de l'air nous dit vous avez 5 minutes pour décider, soit vous restez dans l'avion, soit vous descendez, mais c'est maintenant quoi. Donc il y a des personnes qui ont décidé de descendre de l'avion, donc on a quand même tous dû redescendre de l'avion parce qu'il fallait récupérer les bagages en soute des personnes qui avaient décidé de partir. Donc on remonte dans l'avion, on décolle. 2h30 après, on atterrit dans la fameuse petite ville de Xishuangbanna. Donc c'est une toute petite ville, il y a une gare et un petit aéroport. L'aéroport fait la taille d'une gare routière en France, quoi. Vraiment petite ville. Et là, on est accueillis par test PCR et hommes en combi blanche. Et ils ferment l'aéroport derrière nous. On fait test Covid à l'aéroport. On sort de l'aéroport, on va à la file taxi pour prendre un taxi. Et on se rend compte que le parking de l'aéroport est vide. Il n'y a pas de taxi, il n'y a rien. Donc on retourne à l'entrée de l'aéroport, donc l'aéroport qui a été fermé, on va voir les policiers et on leur dit on aimerait prendre un taxi pour aller dans notre hôtel, comment on fait ? Ils nous disent les taxis c'est là-bas. Donc on y retourne et on retourne au même endroit, donc c'est-à-dire il n'y a aucune voiture, il n'y avait rien, le parking vraiment désert. Et on retourne voir les policiers, on leur dit non mais il n'y a pas de taxi. Et on leur dit on essaye sur nos téléphones d'appeler des Uber. C'est l'équivalent d'un Uber, ça s'appelle Didi en Chine. Il n'y a rien, l'application nous indique que c'est fermé momentanément. Et les policiers nous disent ah bah oui, aujourd'hui il n'y a pas de taxi ni de Uber.
On leur dit bah ouais, mais nous, faut qu'on rejoigne la ville, sachant que l'aéroport n'est jamais au centre-ville. Ils nous disent il y a une navette qui relie l'aéroport du centre-ville. Donc on monte dans la navette, on contacte l'hôtel qui nous disent pas de souci, il faut vous arrêter à telle station, on vient vous chercher à l'entrée de la vieille ville. On avait pris un hôtel dans la vieille ville. Notre bus s'arrête, on a loupé la station, donc on a marché un peu pour retourner à la station d'après. Et on marchait le long d'une rue vide, pas de voiture, pas de scooter, pas de vélo, pas de passants, rien, juste des banderoles de police des deux côtés. Donc on marche avec nos valises et on arrive à l'entrée de la vieille ville barricadée, avec des barrières partout, la police, le SAMU, des hommes en combi blanche, et qui nous disent « Ah bah non, il y a eu cas Covid dans la vieille ville ». Et on leur dit « Bah notre hôtel est là, est-ce qu'on peut y aller ?» Ils nous disent « Oui, il n'y a pas de problème ». Sachant qu'ici c'est très pragmatique, si on pose pas la bonne question, on n'aura pas d'infos. Donc c'est vraiment une question d'avoir la bonne question. Donc on leur dit « Est-ce qu'on peut rentrer ?» On nous dit oui, et on leur dit « Est-ce que si on rentre, on pourra sortir ?» Et là ils nous disent « Ah non, vous pouvez rentrer dans la vieille ville pour aller à votre hôtel, par contre après vous pouvez pas sortir. » Donc on est resté 1 heure dehors à réfléchir, à se dire est-ce qu'on y va ou pas, sachant que c'est une rumeur de cas Covid, ça se trouve il n'y a pas de cas Covid et au moins on pourra un peu se reposer, et dans 2 jours c'est fini. On réfléchit, on se dit non, on le fait pas. Donc on essaye de trouver un autre hôtel. Sauf qu'en fait, ce qu'on n'avait pas forcément compris, c'est que pendant les 2h30 de vol entre Wuhan et la ville de Xishuangbanna, la ville a été mise sous cloche. Mais c'était pas terminé quand nous, on était dans la ville, quand on est arrivé. Donc ils étaient en train de continuer à fermer, quartier par quartier. Donc ils ont tout fermé. Ils ont fermé l'aéroport, la gare, ils ont fermé toutes les routes qui menaient à la petite ville. Sauf que nous, il n'y avait plus aucun hôtel. Et comme on est étrangers, les peu d'hôtels qui n'étaient pas dans la vieille ville ne voulaient pas nous prendre. Et il n'y avait pas de taxi, on ne pouvait pas prendre la navette de l'aéroport, forcément. Donc on a réussi à trouver un chauffeur qui avait une autorisation, donc je ne sais pas pourquoi il avait une autorisation de circuler. On lui a dit on cherche un hôtel, faut que tu nous aides. Donc on regardait sur Booking, on appelait les hôtels. Donc il n'y avait que les resorts qui sont un peu en dehors de la ville. Et on s'est dit peut-être que eux, ils vont accepter de nous prendre. De toute façon, là, les petits hôtels, ils vont jamais vouloir prendre des étrangers, sachant qu'ils ont peur du Covid et que là, il y a eu des cas. On appelle le Sofitel qui nous disent qu'ils nous prennent, on y va, barrage de police, impossible d'aller plus loin. La police nous dit bah non, faites demi-tour. On leur dit ouais, mais notre hôtel il est de l'autre côté. Non, c'est comme ça, vous passerez pas. Donc notre chauffeur essaye de négocier pour nous avec le policier. Le policier commence à se retourner contre le chauffeur en lui disant qu'il n'a pas le droit de rouler, qu'il doit lui montrer sa plaque, sa carte d'identité. Et du coup, le chauffeur nous dit « Je vais vous trouver un hôtel pour vous ». Donc il a commencé à appeler tous les resorts qui étaient encore dans la ville. Donc il nous amène au Crowne Plaza qui était collé au Pullman. Donc il y avait deux resorts collés. Et on arrive au Crowne Plaza. Donc il ne restait qu'une seule chambre, la chambre nuptiale, un gros truc, enfin voilà. Donc on se dit au moins on est ici. Sauf qu'en fait il était tard parce qu'on a passé je pense 4-5 heures à essayer de trouver un hôtel. Donc le resto de l'hôtel était fermé, en fait tous les shops étaient fermés, même dans la ville, donc on pouvait pas commander à manger, enfin déjà l'horreur. Et en fait on a passé 5 jours dans ce Crowne Plaza. On ne pouvait rien faire, on pouvait pas sortir, on mangeait dans le Crowne Plaza ou dans le Pullman, voilà, c'est les seuls endroits qu'on pouvait faire. Sachant qu'il fallait faire des tests Covid tous les jours dans la rue. Donc en fait je pense que les autorités étaient complètement dépassées. Et que si on voulait quitter la ville, il y avait une procédure à suivre, c'est-à-dire il fallait faire un test généralisé, c'est-à-dire les tests dans la rue. En fait, les tests dans la rue, en fait, on est juste noté qu'on a un papier disant qu'on l'a fait, mais on n'est pas enregistré. Et en tant qu'étranger, on n'est pas, nos numéros de passeport ne rentrent pas dans le système. Donc nous, on a juste un papier disant qu'on a fait le test. Et donc, voilà, il faut faire ce test. Après, 24 heures après, il faut faire un test dans un hôpital, avec un papier qui enregistre avec nos numéros de passeport, et le jour d'après, aller à la police pour demander une autorisation de sortie. Donc on a fait tous les tests de ville. Les hôpitaux ferment les jours où il y a des tests de ville d'organiser. Donc c'est-à-dire que les hôpitaux sont ouverts 1 jour sur 2 seulement. Donc 1 jour sur 2 tests groupés dans la ville, et 1 jour sur 2 à l'hôpital. Et il y avait un jour où il y avait tests de toute la ville, mais avec numéro de passeport enregistré dans 3 endroits de la ville. Donc absolument toute la petite ville. Donc c'est une petite ville, mais il y a quand même... Enfin, c'est pas un village français, quoi. Il y a 3 endroits dans la ville où tout le monde devait aller. Donc nous, on a été au plus proche de notre hôtel. C'était dans un stade. On a passé 8 heures debout dans un stade en plein cagnard
pour faire un test. On n'avait pas d'eau, on n'avait rien, on était assis par terre, t'avais des gens qui crachaient partout, t'avais pour beaucoup, comme c'est un petit village hyper éloigné, t'avais beaucoup de paysans qui eux-mêmes n'avaient jamais fait de test Covid de leur vie. Donc pour eux, se faire rentrer des cotons-tiges dans le nez ou dans la gorge, c'était super violent. T'avais des petits vieux en plein soleil ou des femmes avec des enfants. Enfin, c'était vraiment... c'était super mal organisé. Ça s'est très mal passé, donc ils ont perdu l'ordre des passages. Donc en fait, ils ont dit on arrête la file pendant 1 heure ou 2, le temps de remettre de l'ordre dans tout. Et au bout de 7 heures, on nous dit il n'y a plus de tube à essai. Et on leur dit bah ouais mais vous êtes, c'est une blague, ça fait 7 heures qu'on attend. Donc il faisait nuit, mais on est arrivé à 11h, on est reparti à 20h, et en plein cagnard, il faisait 30 degrés quoi. Moi j'avais même pas pris ma casquette, enfin vraiment gros, c'était vraiment dur. Psychologiquement, c'était super dur. Et donc on a réussi à faire le test parce qu'ils ont réussi à faire revenir des tubes à essai le soir même. Donc on a attendu, on était 50 pecnos à attendre à la fin, vraiment les malchanceux. Donc c'est tombé sur nous. Le jour d'après, on est allé à l'hôpital pour essayer d'obtenir nos résultats. L'hôpital nous dit non, vous allez à un autre endroit. Et là, c'était comme dans le film Les 12 travaux d'Astérix. C'était il faut aller au 3e étage, on va au 3e étage. Il faut aller au rez-de-chaussée, on va au rez-de-chaussée. Il faut aller au 2e. Enfin, on a passé 2 heures à faire des allers-retours. On nous baladait partout, on nous disait de retourner au stade, on nous disait de changer d'hôpital. Et à la fin, on est tombé sur une chinoise hystérique qui parlait un peu anglais et qui me dit les écoute pas, ils racontent n'importe quoi. Et je me suis dit, je vais me faire agresser. Enfin, vraiment, je sais pas ce qu'elle veut, mais elle est hystérique. Et en fait, elle m'a dit il y a eu un bureau non officiel qui délivre des autorisations de sortie. Reste dans cet hôpital. Ils essayent de faire de faire aller tout le monde à d'autres endroits pour désengorger l'hôpital, mais ils vont vraiment donner les résultats ici. Je t'ajoute sur un groupe WeChat où il y a des gens qui racontent un peu comment faire avec les réseaux non officiels. Donc je me suis dit, de toute façon, foutu pour foutu. Moi, ça fait 6 jours que je suis ici. J'en peux plus. Enfin, c'est super dur. Donc elle me rajoute sur le groupe, donc j'attends. Et c'est vrai que... Alors en plus, on a mis un temps fou à obtenir les résultats parce qu'ils avaient décidé d'obtenir les résultats de tout le monde narine gauche en premier et ensuite de tout le monde narine droite. Sauf que si on n'avait pas les 2 résultats, on ne pouvait pas demander l'autorisation de sortie, sachant qu'on avait déjà fait le test général la veille. Donc il fallait qu'on obtienne nos résultats, enfin le jour d'avant, il fallait qu'on obtienne nos résultats, sinon il fallait qu'on recommence. Donc finalement on a obtenu les papiers, on s'est rendu à l'adresse non officielle. Et en 20 minutes, c'était réglé. On avait un papier, on a mis l'empreinte de notre pouce dessus. Donc on a booké le premier avion qui retournait à Shanghai le lendemain matin. On s'est dit là, on va prendre le dernier train qui quitte la ville, parce qu'ils avaient rouvert le train. Donc on retourne à l'hôtel récupérer nos valises. Donc entre-temps, l'hôtel a fermé. Il a été fermé par la police. Ils ont dit, on a bougé tout le monde du Crowne Plaza jusqu'au Pullman, parce que la police avait décidé de fermer l'hôtel du Crowne Plaza. Donc on arrive au Pullman, nos valises n'étaient pas là. Et là, vous vous dites comme moi, ça peut pas être pire, ça va s'arrêter là, elle va réussir à partir. Bon, elle a quand même fini par retrouver sa valise. On est parti à la gare, on a pris le premier train. On a booké un hôtel un peu misérable à côté de l'aéroport, mais on s'est dit, on s'en fout. Enfin, clairement, on partait dans la ville de Kunming, du coup, où on prenait l'avion le lendemain. À Kunming, il y a 2 gares. Il y a la gare centrale et il y a la gare sud. Donc nous, on a atterri gare sud. Et en fait, la gare sud était une région où il y avait eu un cas Covid. Le cas Covid qui venait de notre ville, il était passé par la gare sud. Donc on est arrivé à gare sud, donc pareil, test. On a réussi à prendre un taxi qui nous amenait à l'hôtel, à côté de l'aéroport. On dort à l'hôtel. Le lendemain, l'hôtel nous amène à l'aéroport. Et à l'aéroport, on croise 2 néo-zélandaises, genre 45-50 ans, qu'on avait croisées en fait dans le stade. Elles avaient des vêtements multicolores, elles avaient des parapluies pour se cacher du soleil. Donc on pouvait pas les louper, quoi. Et en fait, elles nous racontaient qu'elles sont profs d'anglais en Chine. Elles sont pris l'avion pour la première fois il y a 2 ans, pendant le Covid, pour venir enseigner l'anglais, parce qu'il y a eu un déficit de profs d'anglais ici. Et on dit que voilà, c'était la première fois qu'elles prenaient l'avion. La deuxième fois qu'elles prenaient l'avion, c'était pour partir dans le village de Xishuangbanna passer leurs vacances. Elles parlent pas un pet de chinois.
Et en fait, c'est elles qui ont créé le groupe WeChat avec les infos non officielles. En fait, elles ont passé 6 jours à faire tous les postes de police, tous les hôpitaux, se faire recaler partout, prendre des notes, réessayer. Voilà, elles ont passé 6 jours à faire ça et c'est grâce à elles qu'on est sortis. Elles nous ont dit, la prochaine fois qu'on prend l'avion, c'est pour rentrer en Nouvelle-Zélande et on s'en va de ce pays. Donc après avoir vécu ça, quand on est revenu sur Shanghai, je me suis dit, c'est pas possible. Et en fait, on a le CDC de Shanghai qui nous a appelés pour nous dire pourquoi vous étiez dans ce village et ensuite à la gare sud qui était dans une zone positive. Donc on a été après sous contrôle du CDC de Shanghai. À la fin, je crois qu'il n'y a eu qu'un seul cas, il était même pas officiel, il y a des rumeurs qui disent que c'était un test, parce que c'est une ville où économiquement il n'y a aucun impact si la ville est mise sous cloche et mise sous pause. Donc en fait, je me dis, ça se trouve, c'était vraiment un test, on saura jamais, mais en attendant, le nom de la ville était censuré. Donc on pouvait pas en parler. Dès qu'on le mettait sur un réseau social chinois, il était bloqué. Donc en fait, moi je partageais beaucoup sur Instagram, mais on avait des amis à Shanghai qui nous disaient on n'était pas au courant. Enfin, plein de choses, on ne sait pas ce qui se passe, quoi. Et on est vraiment dans le flou. Et là, ce qu'on vit à Shanghai, je me dis non, quoi, pas après ça. Marie-Laure nous l'a dit, elle a même été très claire. Pour elle, la Chine, c'est terminé. À partir de cet été, elle pense quitter le pays. Mais pour faire quoi ? Pour aller où ? Je pense rester encore un peu en Asie. Donc là, j'ai ciblé 2 pays en particulier qui me plaisent bien, dans lesquels c'est possible d'exporter un chat. Surtout, quand on a un animal, ça limite énormément le choix. Mais bon, au moins, ça permet de faire un choix aussi. Ce serait la Thaïlande ou les Philippines. J'ai envie de rester encore un peu en Asie et je me dis... j'ai un peu voyagé en Asie, mais c'est vrai que j'aurais aimé faire quasiment tous les pays autour avant de quitter la zone. Enfin, c'est dommage, c'est des voyages qui sont longs, donc quitte à être sur place, autant les faire. Même en Chine, je pense que j'ai fait quasiment tout ce que je voulais faire. Je voulais faire le Tibet avant de partir. Je pense que ce sera pas possible parce que maintenant qu'il y a eu trop de cas, le Tibet est refermé. Il faut un visa spécial pour y aller. Et voilà, moi je veux rester un peu en Asie pour continuer à faire les autres pays autour. Et faire aussi, je me dis, Thaïlande ou Philippines, c'est des pays un peu chill. Après 3 années de stress, quand même, parce que même si on vivait dans notre bulle où on pouvait faire ce qu'on voulait, on n'était pas chez nous. Et on le sent qu'on n'est pas chez nous, en fait. Et après, je pense partir aux États-Unis. Voilà, c'est... Voilà. Et Marie-Laure se projette à long terme, car après un atterrissage qu'on lui souhaite aussi doux que possible, en Thaïlande ou aux Philippines cet été, elle prévoit d'aller vivre aux États-Unis. L'entreprise qu'elle a cofondée vient juste d'ouvrir un bureau à Austin, au Texas, et elle s'y verrait bien. Affaire à suivre donc. Donc c'est le but à moyen terme. Mais j'aimerais faire 1 année et demie, un peu de repos. Ouais, je me dis là où les gens partent en vacances. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un immense merci à Marie-Laure pour son témoignage que je trouve très précieux. Et je pense qu'on peut tous comprendre que c'est pas facile de se replonger dans des moments traumatisants finalement, comme ce qu'elle a vécu en début d'année. Et on souhaite bien entendu le meilleur et une fin de confinement à tous ceux qui sont coincés quelque part, et donc particulièrement à Shanghai actuellement. Et qui sait, peut-être qu'on fera un 2e épisode ensemble d'ici quelques années, en saison 6, 7, 8 de French Expat, lorsque Marie-Laure sera basée au Texas. En parlant d'autres destinations, je vous propose d'écouter quelques indices à propos de la semaine prochaine. Pour moi, je suis une afropéenne. Donc, avant tout, une femme noire française qui habite en Angleterre. Je mets l'accent sur, noire et française, puisque c'est ça par lequel je me définis avant, mais je suis aussi anglaise, parce que du coup, maintenant, quand je rentre en France, je suis plus totalement française. Bon, même ici, il y a encore des trucs que je capte pas, parce que, par exemple, toutes les références de quand ils étaient enfants, toi, tu connais pas, quoi. Donc, Club Dorothée et compagnie, ça va avoir un autre nom. Donc, c'est vraiment, moi, je me définis comme afropéenne, bon, même si le UK n'est plus dans l'Europe. Et en fait,
Je pense que c'est quand la transmission arrive que ce genre de questions identitaires en fait arrive un peu plus au niveau personnel, aussi au niveau du couple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À nouveau, un immense merci à vous de nous avoir écoutés, de nous écouter chaque semaine. Votre soutien nous fait énormément de bien. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous retrouve mardi pour une nouvelle histoire.